Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui avec nous, Georges Dalmagne. Bonjour, député CDH fédéral à la Chambre, membre aussi de la commission terrorisme. À propos de commission, aujourd'hui au Parlement bruxellois, on a décidé, c'est vraiment historique, de créer une commission d'enquête. Ce n'était pas possible, mais on va faire en sorte que ce soit possible. Qu'est-ce que permet finalement une commission d'enquête par rapport à une commission spéciale ou un autre type de commission? Une commission d'enquête, ça a les pouvoirs d'un juge d'instruction. Donc ça peut convoquer, on est obligé de répondre à la convocation, toute personne qui peut être intéressée par l'affaire qu'on traite. Et puis cette personne doit prêter serment, elle doit dire la vérité. Et donc je pense que ça permet effectivement d'éclairer un problème important. Il y a eu des commissions d'enquête célèbres, comme la commission du Trou. Et donc c'est important effectivement de pouvoir faire la lumière, je pense, sur cette grave affaire des tunnels bruxellois, parce que la mobilité est évidemment un enjeu extrêmement important, peut-être un des plus grands enjeux de l'avenir de Bruxelles. Et donc je crois qu'il faut apprendre du passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant de temps a été perdu? Pourquoi des dossiers, des études, etc. n'ont pas abouti? Et on va voir la fin du tunnel alors. J'espère. Alors vous êtes venu aujourd'hui plutôt pour nous parler d'une proposition que vous avez déposée à la Chambre qui vise à créer un centre pour returnies qui reviennent de Syrie. Alors le gouvernement avait déjà prévu d'incarcérer toute personne venant de Syrie, toute personne potentiellement terroriste. Alors pourquoi venir avec un autre texte? Ça ne suffisait pas ce qu'il proposait? D'abord, je rappelle le problème très brièvement. Il y a des personnes qui reviennent de Syrie et d'Irak et qui constituent une grave menace. On le sait. Ces personnes sont dans la nature aujourd'hui, notamment parce que pour certaines d'entre elles, il n'a pas pu être démontré qu'elles ont véritablement participé à une action terroriste. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que d'abord, nous créons une nouvelle infraction dans le code pénal en matière de terrorisme. Toute personne qui s'est déplacée dans un territoire qui est contrôlé par un mouvement djihadiste est considérée comme ayant enfreint la loi belge, la loi antiterroriste. Ça, c'est une première chose. Donc, sur base... Ça n'existe pas Ça n'existe pas. Donc, on crée un nouvel article, c'est dans l'article 140 du Code pénal, on crée une nouvelle incrimination. La deuxième chose, c'est que cette personne, puisqu'elle s'est déplacée dans cette zone djihadiste, eh bien, elle est arrêtée à la frontière et elle est déférée immédiatement dans ce centre de contrôle systématique parce que nous savons qu'elle représente une menace grave. Mais c'est une prison, Alors non, c'est un centre particulier, on est privé de liberté, très clairement, et puis on est pris en charge immédiatement par une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a les services de renseignement, il y a un magistrat, il y a un officier de police judiciaire, il y a un psychiatre, parce qu'on sait que certaines de ces personnes sont complètement traumatisées et peuvent être aussi menaçantes à cause de cela, et on vérifie quelle est la nature de la menace éventuelle et la nature de l'infraction. On peut imaginer que, par exemple, une maman qui a été rechercher son fils en Syrie, qui a essayé d'aller le rechercher, eh bien, assez rapidement, on se rend compte qu'elle ne représente pas de menace et donc elle est libérée assez rapidement. D'autres, au contraire, sont des personnes qui ont clairement enfreint la loi antiterroriste et donc elles sont alors jugées, elles sont gardées dans ce centre le temps de leur jugement et elles sont incarcérées. Et troisièmement, on peut imaginer qu'il y a des personnes qui, a priori, ne représentent pas un niveau de menace, mais dont on suspecte qu'elles pourraient éventuellement devenir menaçantes, qu'elles pourraient éventuellement développer des activités qui seraient criminelles. Eh bien, ces personnes-là, elles pourraient éventuellement bénéficier d'une libération conditionnelle sous certaines conditions. Rester assigné à résidence, porter un bracelet électronique, se présenter tous les jours au commissariat de police, enfin toute une série de conditions qui pourraient être prévues. Vous avez donné l'exemple d'une maman, mais il y a aussi l'exemple de journalistes, il y a des sociologues, des gens qui vont faire des études. Tout à fait. Donc c'est prévu par... Il y a des exceptions. Voilà, il y a des exceptions, des journalistes, des militaires évidemment, des responsables politiques ou des personnes qui ont demandé l'autorisation préalable du gouvernement parce qu'ils font une étude, parce qu'ils veulent aller sur le terrain. Éventuellement, encore une fois, je prends le cas de cette maman, eh bien si elle demande au préalable l'autorisation au gouvernement et qu'elle l'obtient, elle ne sera évidemment pas déférée dans ce centre au retour. Donc ça nous paraît important, encore une fois, de prévoir un dispositif particulier par rapport à des personnes très menaçantes, mais qui ne soient pas systématiquement à la prison, parce qu'on sait qu'en prison, elles risquent de radicaliser d'autres personnes. Est-ce que vous faites une différence entre terroriste ou plutôt terrorisme et radicalisme ?
Le radicalisme, c'est une des conditions du terrorisme. C'est-à-dire qu'une personne qui, effectivement, à un moment donné, considère qu'elle doit participer à une action violente pour pouvoir mener à bien un projet qui est contraire à nos valeurs, qui est contraire à nos intérêts, eh bien, effectivement, elle va utiliser le terrorisme. Disons que c'est la marche préalable, c'est en tout cas un signal de danger. Et je crois qu'on doit travailler sur cette question du radicalisme avec des moyens particuliers qui sont des moyens de prévention du terrorisme. Parce que je reprends l'exemple de quelqu'un qui irait dans un territoire dominé par un groupe terroriste, comme vous le dites. Peut-être qu'il n'est pas nécessairement terroriste. Cette personne peut-être est en train de se radicaliser, peut-être qu'elle ne va pas toucher d'armes. Est-ce qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac ? Non, mais très clairement, ce qu'il faut en tout cas bien sûr vérifier, c'est que d'une part, il n'y a pas d'acte terroriste au sens de la loi, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui la loi elle est quand même devenue très stricte. Un terroriste, c'est aussi quelqu'un qui encourage, qui finance, qui recrute, qui forme. Tout ça, c'est dans la loi antiterroriste. Donc toutes ces actions-là, elles sont bien évidemment réprimées. Et puis quelqu'un qui aurait été donné, soi-disant, de l'aide humanitaire à des groupes terroristes, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est potentiellement menaçante et qui donc doit être considéré comme une menace éventuelle à notre société. Donc il faut analyser ces cas-là. Et je pense qu'il faut analyser ces cas-là. On l'a vu aujourd'hui, les magistrats nous le disent, j'ai pu m'entretenir de cela avec des magistrats antiterroristes, qui me disent, vous savez, monsieur d'Allemagne, la plupart de ces personnes qui reviennent chez nous, ce sont des personnes qui ont une mission. Ce sont soit des personnes qui sont là pour trouver de l'argent, soit pour recruter, soit pour commettre un attentat, parce que les personnes qui reviennent et qui sont inoffensives et qui n'ont rien à se reprocher, en réalité, il y en a très peu aujourd'hui, parce que l'État islamique ne les autorise pas à ressortir des zones qu'ils contrôlent. Alors c'est une proposition de loi qui émane de vous et de collègues du CDH. Vous êtes dans l'opposition à la Chambre. Quelle est la chance qu'une telle proposition de loi passe le cap ? Alors vous savez qu'on a créé à la Chambre une commission ad hoc, une commission temporaire sur le terrorisme. Je suis membre de cette commission sur le terrorisme. Qui siège le vendredi après-midi. Elle siège vendredi après-midi. Et donc nous avons déjà indiqué que pour nous, cette proposition que nous faisons, elle était prioritaire et qu'il fallait la lier à l'ensemble de la discussion. La majorité a besoin de l'opposition dans cette commission terrorisme parce que nous allons notamment... nous envisageons de réviser la Constitution, notamment sur les délais de garde à vue en matière de terrorisme. Et nous avons aussi fait des propositions à cet égard. Nous avons indiqué à la majorité que, évidemment, nous abordons toutes les questions de terrorisme avec beaucoup de proactivité et un esprit constructif, mais nous souhaitons qu'ils tiennent compte effectivement de nos propositions. Alors vous avez réalisé un petit exercice qui a attiré mon attention. Vous êtes allé voir si les comptes des mosquées bruxelloises étaient déposés. Et là, vous avez eu quelques surprises. Oui. Donc je me suis intéressé à deux mosquées qui ont fait l'actualité ces temps-ci. La grande mosquée du Cinquantenaire qui est sous contrôle de l'Arabie Saoudite, et donc les statuts que j'ai pu consulter le démontrent très clairement. Et par ailleurs, une mosquée qui a fait parler d'elle parce qu'il y avait eu certaines personnes qui, au contact de cette mosquée, s'étaient radicalisées, étaient parties en Syrie. C'est la mosquée Al-Khalil à Molenbeek. Et ces deux mosquées, pour ce qui est de la mosquée du Cinquantenaire, elle n'a jamais déposé ses comptes. Donc c'est une ASBL, elle est organisée en ASBL. Elle doit, au regard de la loi, déposer ses comptes chaque année. Depuis les décennies qu'elle existe, elle n'a jamais déposé aucun compte. Et pour ce qui est de la mosquée Al-Khalil, ces derniers comptes datent d'il y a une décennie. Et donc moi je demande vraiment, et j'ai interrogé le ministre de la Justice, que ces ASBL respectent la loi comme n'importe quelle ASBL. Est-ce que vous demandez la dissolution de ces ASBL ? Alors je pense que si elles ne ou la mise en conformité ? D'abord, je pense qu'elles doivent absolument présenter leurs comptes d'urgence. Je pense que c'est la moindre des choses, qu'il y ait une clarté et une transparence sur leurs comptes. C'est ce que prévoit la loi sur les ASBL. C'est d'autant plus important, encore une fois, qu'on connaît éventuellement les liens qui peuvent exister, enfin certainement les liens qui peuvent exister entre l'islam wahhabite salafiste de l'Arabie Saoudite et la mosquée du Cinquantenaire d'une part, et des dons qui sont prévus dans les statuts venant de l'étranger. Et par ailleurs, pour ce qui est de la mosquée Al-Khalil, ces liens un peu avec certaines filières djihadistes, moi j'aimerais bien savoir ce que devient l'argent qu'ils récoltent, parce qu'il y a 10 ans, la mosquée Al-Khalil a publié des comptes qui montrent qu'effectivement, elle a un sacré bas de laine. Chaque année,
Elle a des recettes aux alentours de 300-350 000 euros. Ça, c'est pour les comptes 2004, 2005, 2006. Ce sont les seuls comptes qui existent. Et elle a des frais de fonctionnement qui sont très, très inférieurs. Et donc, chaque année, elle met de côté 200-250 000 euros. Moi, j'aimerais bien savoir, aujourd'hui, 10 ans après, ce qu'est devenu tout cet argent. Et à quoi cet argent a servi, par exemple? Oui, puisque c'est encore une fois la possibilité pour chaque citoyen, moi je ne fais que finalement respecter et appliquer les lois belges, chaque citoyen a le droit d'aller voir les comptes de chaque ASBL en Belgique et de vérifier comment ces comptes sont établis, à quoi ces comptes... Le ministre a dit qu'il allait se pencher sur la question. Alors il a eu une réponse un peu ambiguë, et notamment, c'est tout à fait étonnant, et il a dit effectivement il faut que la loi sur les ASBL soit respectée, mais pour ce qui est des dons étrangers, venant de l'étranger, les cultes ne peuvent pas en recevoir, c'est aussi la loi belge, les cultes ne peuvent pas recevoir des dons venant de l'étranger, mais il m'a dit que la grande mosquée du cinquantenaire n'était pas considérée comme un lieu de culte agréé. Et donc c'est une espèce d'organisation d'un contournement de la loi par le gouvernement belge pour continuer à accepter le fait que l'Arabie saoudite finance cette grande mosquée. Je trouve ça particulièrement curieux. Dernière question, Georges Dalmagne. Les résultats du dernier baromètre RTL le soir ont été particulièrement assassins pour le CDH, qui se retrouve sous les 7%, derrière même le PTB. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer au sein du CDH bruxellois? Est-ce que vous êtes mal positionné? Est-ce qu'il faut changer les personnes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien pas d'angoisse? Bon, d'abord, chaque sondage indique des informations différentes. Et le sondage précédent donnait le CDH 2 points au-dessus que celui publié par Le Soir. Je crois d'une manière générale, et c'est vrai que pour un parti centriste et humaniste aujourd'hui, c'est parfois plus compliqué, parce qu'il y a, on le voit, en Europe, des partis extrémistes, à gauche comme à droite. On voit le PTB d'un côté, on voit le Vlaams Belang, on voit la NVA de l'autre côté, des partis populistes, de gauche ou de droite, qui aujourd'hui proposent des lendemains qui chantent, un grand soir, une nouvelle révolution. Et donc c'est vrai que pour des partis centristes, on peut le voir ailleurs en Europe, leur proposition, leur projet de société auquel je tiens beaucoup, évidemment, comme humaniste, est un projet qu'il faut réexpliquer, qu'il faut reproposer, qu'il faut peut-être retoiletter. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous interpelle, avec quand même un petit peu cette nuance qui est que ce sondage a une marge d'erreur aussi très très importante et que voilà, il y a donc vous reconnaissez qu'il y a sans doute une faiblesse, mais elle n'est peut-être pas aussi importante. Mais c'est-à-dire que je vois qu'en réalité, tous les partis qui ont une proposition, soit de centriste comme la nôtre, soit social-démocrate, soit de centre-droit, soit écologiste, ont tous aujourd'hui une difficulté par rapport à des partis extrémistes. Georges Dalmagne, merci. On se retrouvera lundi pour une autre interview, mais cette fois-ci, ce ne sera plus sur Télé Bruxelles, ce sera sur BX1.